Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez vertigineux. L'information en soi ne vaut presque plus rien. Ouais, c'est devenu une commodité absolue. Exactement. Avec l'intelligence artificielle, on génère du contenu, des synthèses, des idées à l'infini. Et ça pour quelques centimes, littéralement. Voilà. Et face à ce déluge, la seule chose qui garde une valeur inestimable, c'est notre singularité, notre goût, notre vécu. Mais la grande question, c'est comment protéger cette essence humaine quand la machine produit tout beaucoup plus vite que nous. C'est le grand paradoxe de notre époque. Faut-il fusionner avec la machine ou s'en éloigner? C'est ça. Donc, de mon côté, je défendrai l'idée que la création d'un second cerveau numérique dopé à l'IA, c'est notre seul bouclier. C'est le système qui permet de sanctuariser notre sensibilité et de devenir ce qu'on appelle un créateur antifragile. Et de mon côté, à l'inverse, je soutiendrais que confier sa réflexion et sa subjectivité à des algorithmes, même avec les meilleurs garde-fous du monde, ça finira inévitablement par standardiser notre pensée. Et donc détruire précisément cette essence humaine qu'on essaye de sauver. Le décor est planté. Mais avant de plonger dans les détails techniques de ce second cerveau, prenons un peu de recul sur cette économie de l'abondance. Pendant très longtemps, le travailleur de la connaissance, on le valorisait pour sa capacité à retenir l'information et à la restituer. Mhm. Et à la recracher de manière structurée. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, un grand modèle de langage, un LLM, fait ça en 2 secondes. Donc les règles du jeu ont changé. Ce qui est abondant perd de sa valeur, ce qui devient rare, c'est le temps humain, l'expérience incarnée et surtout ce filtre subjectif qu'on appelle le goût. Sur ce constat économique, on est 100% d'accord. Le bruit informationnel est assourdissant. Là où nos chemins se séparent radicalement, c'est sur la solution que vous proposez. Et ma solution, enfin la solution évoquée dans nos sources, elle part d'un constat biologique très simple. Notre cerveau n'a pas évolué depuis quoi 200 000 ans. Il est exceptionnel pour imaginer, pour ressentir, mais il est pathétiquement inadapté pour stocker les 34 gigaoctets de données qu'on consomme chaque jour. 34 gigas? Oui, c'est énorme. C'est pour ça qu'intervient la méthode de Tiago Forte, le fameux second cerveau. L'idée, c'est d'externaliser cette immense charge mentale vers une base de données personnelle et interconnectée. On y décharge notre esprit. Et l'IA, dans ce cadre, n'est pas là pour penser à notre place. D'accord, mais elle fait quoi alors? Elle devient un amplificateur de vélocité. L'humain conserve le monopole du choix et de la direction, et l'IA s'occupe de l'exécution. C'est ça être antifragile. On utilise le chaos de l'information pour se renforcer, on se libère de l'administratif cognitif pour ne garder que la création pure. C'est une architecture intellectuellement très séduisante, ça je vous l'accorde. L'idée de déléguer la corvée de la mémorisation pour flotter dans les hautes sphères de la créativité pure, c'est beau. Mais soyons concrets 2 secondes. Je mets en garde contre une profonde illusion de contrôle ici. Une illusion. En quoi c'est une illusion? On nous vend l'idée que l'IA va par magie filtrer et organiser notre pensée. Or, toute l'histoire de l'informatique nous montre qu'un système amplifie toujours les défauts de la matière qu'on lui donne. C'est le fameux principe du garbage in, garbage out. La poubelle à l'entrée donne une poubelle à la sortie. Exactement. Si votre second cerveau est juste une base de données confuse, remplie de fragments capturés à la va-vite entre deux réunions, l'IA ne va pas générer de la clarté. Elle va simplement accélérer le bruit ambiant. Elle va tisser des liens très rapides entre des pensées, disons-le, médiocres. Ah mais attendez, c'est précisément pour ça que le système repose sur une méthodologie hyper rigoureuse en amont. L'IA n'est pas branchée sur un dossier vrac, elle est branchée sur un système affiné qui s'inspire souvent du Zettelkasten. Ah, le Zettelkasten. Faisons une pause là-dessus. On entend souvent ce mot dans les cercles de productivité, mais pour ceux qui ne gèrent pas une thèse de doctorat au quotidien, qu'est-ce que ça implique réellement sur le plan cognitif? C'est une excellente question. Le Zettelkasten, c'est une méthode d'organisation où chaque idée que vous capturez est transformée en une note atomique, c'est-à-dire une note qui ne contient qu'une seule idée très précise, rédigée avec vos propres mots et surtout qui est intentionnellement reliée à d'autres notes. Imaginez que c'est comme un neurone. Un travail assez colossal. Non, un investissement. Vous lisez un livre sur l'architecture du 19e siècle, vous en tirez une note sur la gestion de l'espace. Des mois plus tard, vous écoutez une émission sur le design d'applications mobiles. Vous créez une autre note. Et là, l'IA fait le pont entre les deux. Voilà. C'est ce que nos sources appellent la dissociation. Le fait de relier deux concepts apparemment très éloignés pour créer une idée radicalement nouvelle. Le problème de l'être humain, c'est l'auto-ignorance. On oublie ce qu'on sait. Le second cerveau résout ça. Vous interrogez votre base et votre agent IA agit comme un partenaire de réflexion. Mhm.
Il vous dit tiens, regarde comment ta note sur l'architecture éclaire ton problème actuel de design. L'IA navigue dans votre contexte. C'est une créativité en slow burn, une cuisson à feu doux où vos idées maturent pendant des mois. L'image de la cuisson est parfaite parce que c'est exactement là que se trouve le piège. Prenons l'analogie d'un chef étoilé. Imaginez un grand chef qui décide de déléguer la quasi-totalité de son travail à un robot culinaire ultra perfectionné. Le robot scanne le garde-manger, il choisit les proportions, il gère les temps de cuisson, il ajuste les textures au dixième de degré près. Je vois où vous voulez en venir. Et le chef, à la toute fin, se contente de rajouter une pincée de sel avant d'envoyer l'assiette en salle. Est-ce que le goût du chef survit vraiment quand 95% de la structure du plat, de l'association des saveurs et de l'exécution ont été sous-contratés à une machine? Votre analogie est brillante, mais elle passe complètement à côté du rôle fondamental des ingrédients. Le chef, dans un système de second cerveau, il ne fait pas que rajouter du sel à la fin. Ce chef a d'abord passé des années à cultiver son propre potager, il a sélectionné les graines, travaillé la terre, choisi quelles tomates garder. Oui, mais enfin, c'est le robot qui cuisine. L'IA n'invente pas la recette à partir de rien. Elle est le sous-chef qui exécute une préparation à partir d'un contexte ultra spécifique fourni par l'humain. C'est votre vécu, ce sont vos notes, vos résonances. Le robot ne fait que l'assemblage sous la stricte direction des ingrédients que vous lui avez donnés. Mais la faille est bien plus philosophique que ça. Ce qui me terrifie, c'est l'idée même de pouvoir systématiser ces fameux ingrédients. Les documents que nous avons analysés parlent littéralement de créer des fichiers informatiques pour figer notre personnalité. On y mentionne un fichier nommé soul.md, soul pour l'âme en anglais, ou un fichier memory.md pour nos décisions récentes. Et alors, pourquoi est-ce si problématique de vouloir donner des instructions claires à la machine? Parce que systématiser son goût, le réduire à des balises Markdown et des puces dans un fichier texte pour qu'un algorithme puisse l'imiter, c'est prendre le risque terrible de lisser sa propre singularité. Comment un LLM lit ce fichier soul.md? Il s'en sert comme contexte. Il le convertit en probabilité statistique. Il regarde vos mots et sort la moyenne mathématique la plus probable de ce que vous diriez. On ne crée plus, on standardise sa propre subjectivité pour la rendre digeste par une machine. Au final, on produit une version générique, tiède et lissée de soi-même. On vide l'humain de sa véritable substance sous couvert de l'optimiser. Permettez-moi d'intervenir sur ce fichier soul.md, parce que je crois qu'il y a un immense malentendu sur sa fonction. Ce n'est pas une réduction de l'âme humaine à du code. C'est l'exact inverse. C'est un mur de défense contre le lissage algorithmique que vous dénoncez. Un mur de défense? En dictant ses traits de caractère à un algorithme? Oui, tout à fait. Si je demande à une IA classique de m'aider à synthétiser des recherches, elle va me pondre un texte avec un ton générique, professoral, plein de biais de la Silicon Valley, avec des mots comme naviguer dans ce paysage dynamique. C'est insupportable. Ah, ça c'est le style par défaut, oui, c'est affreux. Le fichier soul.md sert de paramétrage strict contre ça. Je lui écris, je déteste le jargon corporate, sois direct, utilise des métaphores ancrées dans le monde physique. Et surtout, ne tire pas de conclusion finale, laisse-moi trancher. Ironiquement, c'est en imposant notre style à la machine qu'on évite qu'elle ne nous impose le sien. Sauf que le problème de la standardisation ne se limite pas au vocabulaire utilisé dans la réponse finale de l'IA. Il attaque le processus métabolique de la création elle-même. La vraie création humaine, elle est faite de friction, de doutes, d'oubli et de hasards non calculés. L'inconfort cognitif, c'est le creuset du style. Je ne suis pas sûre de vous suivre sur ce point. Quand vous cherchez une idée pendant 3 jours, la frustration vous pousse à envisager des angles inattendus. Si l'IA vous sert cette fameuse dissociation sur un plateau d'argent, parce qu'elle a scanné vos 3000 notes en une milliseconde, elle a fait tout effort cognitif à votre place. Vous pensez que la facilité détruit l'épiphanie? Absolument, vous court-circuitez l'épiphanie. L'IA vous épargne la douleur nécessaire de la réflexion. Vous devenez un simple validateur passif d'une idée générée mathématiquement. Le risque n'est pas seulement que le texte soit tiède, c'est que votre muscle biologique de la créativité s'atrophie de l'intérieur parce qu'il n'est plus soumis à aucune résistance. Je refuse de romantiser la souffrance cognitive. La frustration de chercher un vieux carnet de notes égaré au fond d'un tiroir pendant 2 heures, c'est pas le creuset du génie créatif. C'est juste une perte de temps pure et simple. Ce que propose l'architecture du second cerveau, c'est de supprimer la friction purement administrative pour maximiser la friction intellectuelle de très haut niveau. Concrètement, comment vous séparez les deux? Prenez l'exemple d'un consultant en stratégie. Il doit prendre une décision complexe dans un environnement incertain. Sans second cerveau, il passe la moitié de sa journée à chercher où il a lu cette étude sur la pensée probabiliste l'année dernière.
Avec un second cerveau couplé à l'IA, la machine lui remonte instantanément ses notes passées, les met en perspective avec les données du jour. D'accord, il va plus vite. Mais il ne perd plus de temps à se souvenir où est l'information. Il passe 100% de son temps à se débattre avec l'information elle-même, à exercer son jugement, à douter sur le fond, pas sur la forme. C'est ça, élever la valeur de l'humain. Sauf que le jugement est une faculté qui s'exerce précisément par l'exploration de la matière brute. Si la machine prémâche la matière, le jugement devient superficiel. On lit un résumé de nos propres pensées. Et ça m'amène à un autre point critique, le coût mental de ce système. C'est-à-dire, Si je suis auditeur en ce moment et que je vous entends parler de maintenir une base Zettelkasten à fait, de mettre à jour un fichier soul.md, de structurer des métadonnées pour que l'IA comprenne, je me dis que je viens de m'inventer un deuxième emploi à plein temps non rémunéré. c'est un investissement initial, certes. Non, c'est un asservissement. Le Personnel Knowledge Management, le PKM, est vendu comme une libération. Mais l'injonction à tout documenter devient une pathologie de l'archivage. Je repense au chercheur en neurosciences Albert Moukeiber que nos sources citent. Oui, qui s'exprime sur le sujet. Il nous rappelle qu'il est totalement illusoire de croire qu'on peut régler nos problèmes d'anxiété ou de productivité en, je cite, jouant sur nos cerveaux ou dans ce cas sur des cerveaux externes. Pire encore, on construit des usines à gaz technologiques. Vous évoquez souvent la combinaison des bons outils. Ça sonne bien, mais dans les faits, ça implique quoi ? Ça implique de reprendre sa souveraineté face aux géants de la tech. Le créateur antifragile ne laisse pas ses pensées chez OpenAI ou Anthropic. Il utilise des modèles locaux. Oui, des modèles open source comme Llama ou Mistral qui tournent sur nos propres machines. C'est très bien pour la confidentialité, oui. Mais regardez l'infrastructure. On connecte ça à des agents autonomes, les documents parlent d'outils comme Claude Code, d'automatisation via N8N. N8N est formidable pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, N8N connecte toutes vos applications entre elles. Mais on vous demande de créer des flux qui lisent vos emails, scannent votre calendrier, mettent à jour vos bases de données, génèrent des brouillons. On construit des environnements avec des boucles de validation infinies. Et c'est ce qui nous donne une agilité incroyable. Mais si notre efficacité quotidienne repose entièrement sur un château de cartes de plugins et d'API qui travaillent à notre place, ne sommes-nous pas en train de construire l'outil même de notre obsolescence ? On passe de créateurs originels à de simples contrôleurs qualité. Je ne crois pas, non ? Quand votre système automatisé devient plus organisé, plus véloce et plus productif que votre propre intellect en temps réel, qui dirige qui ? Est-ce le PDG qui utilise l'outil ou l'outil qui dicte les rythmes de pensée du PDG ? Machines deviennent autonomes sur la stratégie, ce qui n'est absolument pas le but. Le second cerveau ne dicte pas de tout garder ou de tout automatiser aveuglément. La méthode de capture de Tiago Forte est intransigeante, on ne conserve que ce qui résonne. Ouais, enfin, on pratique. Ce n'est pas du stockage compulsif, c'est un filtre subjectif ultra sélectif. Si une idée résonne en vous, c'est parce qu'elle fait écho à un de vos traumatismes, à une de vos joies, à votre vécu unique. L'IA, même avec des milliards de paramètres, ne peut pas simuler cette résonance émotionnelle. Et quand vous mentionnez le fardeau de maintenir tout ça avec des outils comme N8N, oui, configurer des automatisations demande un effort. Mais la courbe de rendement est asymétrique. Asymétrique ? Bon, en quel sens ? 1 heure passée à automatiser le tri de vos notes récurrentes, c'est des centaines d'heures gagnées sur les 5 prochaines années. Des heures que vous ne passez plus derrière un écran. L'objectif final de l'antifragilité, ce n'est pas de devenir un cyborg hyper productif, c'est de dégager du temps pour le monde physique. De retourner marcher en forêt, de vivre des expériences tangibles, de passer du temps avec nos proches. C'est idyllique. Mais c'est la réalité, parce que ces expériences-là sont incalculables. Elles nourrissent notre goût humain et elles viennent ensuite enrichir notre second cerveau. L'outil sert la vie, pas l'inverse. C'est un très beau discours, mais je crains que la réalité humaine ne soit beaucoup plus prosaïque que ça. L'injonction à devenir un créateur antifragile face à l'IA ressemble furieusement à une injonction capitaliste poussée à son paroxysme. On se transforme soi-même en une API humaine. On doit constamment ingérer l'information, la processer, la dissocier et livrer un résultat. C'est une vision très cynique de la créativité. Vous parlez de dégager du temps pour marcher en forêt, mais la méthode exige de passer ses soirées à vérifier si son agent autonome n'a pas fait d'hallucinations dans nos notes. La grande ironie, c'est qu'on finit par servir la machine qui était censée nous libérer. Vous ne croyez vraiment pas qu'une symbiose est possible ? Je crois que la véritable souveraineté, aujourd'hui, ne réside pas dans un fichier soul.md parfaitement paramétré. Elle réside peut-être dans le droit à la déconnexion pure et simple. Notre cerveau a évolué pendant 200 000 ans avec une capacité formidable, celle d'oublier. L'oubli n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité essentielle. C'est un mécanisme de survie qui nous évite la surcharge cognitive et qui permet à la vraie nouveauté d'émerger.
Vouloir tout retenir avec un second cerveau, c'est refuser cette écologie naturelle de l'esprit. Eh bien, ne touchons là au cœur de notre désaccord, et il est temps de faire la synthèse de nos échanges. De mon côté, je maintiens qu'à l'ère où l'information est infinie et l'IA omniprésente, s'équiper d'une mémoire externe structurée n'est plus un luxe de technophile. C'est une nécessité vitale de survie intellectuelle. Le créateur antifragile refuse de s'épuiser à lutter contre des algorithmes sur le terrain de la mémorisation ou de la vitesse. Il utilise l'IA comme un formidable sous-chef, un levier d'exécution qui navigue dans ses notes pour pouvoir sanctuariser ce qui compte vraiment. Son jugement. Exactement. Son jugement, son goût et son temps dans le monde réel. C'est, pour moi, la seule façon de surfer sur cette vague au lieu de s'y noyer. Pour ma part, je maintiens une mise en garde très ferme. Sous les promesses séduisantes de l'antifragilité et de la créativité assistée se cache le risque mortel d'une mécanisation de notre pensée intime. Confier notre cognition à des prothèses technologiques, structurer notre âme dans des fichiers Markdown pour qu'elle soit digérée par des modèles de langage, c'est s'exposer à lisser notre essence humaine. Nous risquons de devenir de simples validateurs passifs, atrophiés de l'intérieur, incapables de tolérer la friction et le doute qui sont pourtant les véritables moteurs du génie humain. Au fond, nos deux perspectives prouvent bien une chose. Le défi qui se dresse devant nous dépasse largement la simple question du choix d'un logiciel. C'est une épreuve identitaire et philosophique vertigineuse. Les sources que nous avons analysées ouvrent des pistes fascinantes sur la façon d'intégrer l'IA à notre quotidien intellectuel, et chacun devra trouver son propre point d'équilibre. Absolument. L'outil que vous choisirez de construire sera au final le miroir direct de la valeur que vous accordez à votre propre pensée. Il appartient donc à vous, qui nous écoutez, d'examiner comment vous consommez, stockez et métabolisez l'information. La question finale est simple. Quand l'intelligence artificielle s'installe définitivement dans les cuisines de notre esprit, allons-nous lui déléguer l'élaboration de toutes nos recettes ou aurons-nous le courage, l'exigence et peut-être la folie de conserver jalousement le secret de notre propre goût? Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour un nouveau débat.